On va peut-être commencer, Sonia, par vous présenter. Enfin, je vais vous laisser le faire puisque vous êtes à la fois autrice, metteuse en scène, vous avez énormément de cordes à votre arc. Donc, je vais peut-être vous laisser présenter un peu vos différentes activités et nous expliquer un peu ce qui a amené à l'écriture de Comprendre. J'ai eu une enfance, une adolescence dans la banlieue ouest très sympathique. Je crois que j'étais plutôt très heureuse. Mais à 20 ans, j'étais très angoissée d'être au chômage parce que les 30 Glorieuses, c'était très très loin derrière nous. Et du coup, j'ai très vite travaillé et j'ai été à la Fnac où j'ai fait une carrière flamboyante, comme peuvent en témoigner certaines ici. Mais après, 10 ans plus tard, à 30 ans, j'ai monté une petite société de production qui s'appelait Madame Lune, qui brillait dans le ciel, parmi les étoiles. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai monté cette société de production, j'avais envie d'écrire. Donc pendant un certain temps, c'était compliqué, je pense, pour moi, de mener les deux. Mais quand même, c'était vraiment très important, l'écriture. Et même, ça me reposait un peu, parce que la production ou la direction artistique, c'était quelque chose d'un peu compliqué, quoi. Voilà. Et puis à un moment donné, en fait, finalement, du fait d'écrire et de monter des spectacles par ailleurs, j'ai réussi à mettre les deux ensemble, donc, et l'écriture et les spectacles, et donc à monter les textes que j'écrivais, notamment avec Comprendre, donc, qui est à la fois un livre et un spectacle. On n'est pas dans un récit théâtral, on est dans une structure qui est divisée en grandes parties, un peu comme des actes, qui est un peu fragmentaire, et qui est sous ce titre Comprendre, qui est très intriguant. Et qui est centré autour de la douleur. Donc est-ce qu'on peut peut-être essayer de comprendre ensemble comment ça s'est passé, l'émergence de l'idée de ce texte, combien de temps ça a pris, sa structuration, comment ça s'est fait un petit peu Alors l'origine du texte, c'est parce que personnellement j'ai eu un épisode personnel très très douloureux physiquement. Et je pense que je ne pouvais pas imaginer en fait, qu'il était possible de souffrir physiquement comme ça. Et j'étais vraiment choquée par la douleur qui m'habitait, mais j'étais même choquée par l'idée en fait, qu'on puisse souffrir à ce point-là. Évidemment, aujourd'hui, après c'est marrant de voir que des épisodes très douloureux comme ça physiquement, on a tendance à les oublier, parce qu'heureusement, la vie reprend. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil parfois, sans doute, sur la souffrance morale. Mais en tout cas, là, ça m'a vraiment, vraiment marquée. Et je me disais toujours que ce serait bien que j'arrive un jour à pouvoir écrire quelque chose autour de ça. Je ne savais pas forcément quelle forme à ce moment-là. Voilà. Et il faut savoir aussi que, comme mon univers est assez burlesque, enfin assez un peu décalé, et malgré ces moments très difficiles, on peut dire qu'il y avait des moments un peu de désespoir, hein, je n'ai pas trop honte de le dire, je ne veux pas qu'on sorte les violons, mais c'était comme ça. Hein. Quand même, il y avait des choses assez drôles. Il y avait quand même des situations assez drôles, quoi. Avec des médecins, ou concrètement, parfois c'était des trucs assez... Donc je me disais qu'il y avait peut-être matière à en faire quelque chose. Mais c'est vraiment parti d'une expérience personnelle. Et dans ce questionnement qui est très personnel et très intime, une des premières choses que vous faites, c'est de questionner l'origine de cette douleur en se disant est-ce que j'ai hérité de cette douleur ? Est-ce que dans ma famille, il y a eu déjà ce type de douleur auparavant ? Oui. Et donc ça ouvre la voie à toute une galerie de personnages et à toute une généalogie familiale autour de la douleur. En fait, ce qui se passe, c'est que la narratrice, elle sait d'où vient sa douleur. Par contre, ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi la douleur s'est incrustée, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que le texte, je pense que c'était assez naturel pour moi, enfin au début en tout cas, pour trouver l'endroit de l'écriture où j'arrivais vraiment à avancer en fait dans l'écriture. J'avais besoin de remonter dans la généalogie. Enfin voilà, c'est toute une galerie de personnages qui ont aussi, eux, une vision très différente du rapport au corps, à la médecine, à la santé.
Il y a des situations, des moments vraiment très durs en fait, où le père ou la mère qui sont confrontés à des douleurs vraiment totales, mais qui passent leur temps à dire que tout va bien et qui ont accepté complètement cette... Ils ont une sorte de résilience, on va dire, parfois. Ils sont un peu plus âgés. Après, la mère, elle est aussi... elle peut aussi en avoir marre un peu, je pense, de la douleur de sa fille parfois. Il y a un moment donné où je crois elle lui dit voilà, que ça suffit. Mais il y a quand même une bienveillance, je pense, de leur part. Non, mais en tout cas, aussi, ce qui était intéressant, c'était de remonter dans un peu l'histoire des corps et l'histoire de la santé des uns et des autres. Et c'est vrai que aussi, ça raconte des époques un peu différentes. Je sais pas, par exemple, j'aime bien me souvenir de ce truc que ma mère, la façon dont elle a été opérée des amygdales, c'était chez elle, c'était pas à l'hôpital. Enfin, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne ferait pas. Enfin, je veux dire, les enfants, quand ils ont un problème avec les amygdales, ça se passe pas à la maison. Enfin, donc ça permet aussi ou mon père qui, par exemple, a été obligé de manger, de prendre une cuillère d'huile de foie de morue parce que c'était bon pour son foie. Franchement, il en garde un souvenir, c'est horrible, hein, l'huile de foie de morue. Voilà. Donc ça permet aussi ça. Je pense que ça permet aussi de raconter des histoires un peu différentes qui sont liées aux différentes générations. C'est vrai que forcément, ça nous constitue aussi. Dans le texte, on a la galerie de portraits de quasiment toute la famille. Et puis, on a un autre personnage qui est très présent et qui n'est pas de la famille. Lui, c'est le directeur du cimetière des Lilas. Et ça pose une vraie question de quand je ne serai plus là, c'est ma mère qui va gérer tout cet aspect-là. Disons qu'en fait, la narratrice, au début, elle se demande... Elle se dit en fait qu'elle se pose des questions. Il y a cette question évidemment centrale qui est pourquoi elle a mal à la fesse, mais d'autres gens se posent d'autres questions, comme est-ce qu'on est une belle personne, est-ce qu'on est quelqu'un de bien dans la vie, et puis aussi est-ce qu'entre crémation et inhumation on choisit quoi. Et ça permet d'être après tout un fil conducteur autour de ça, parce que finalement la narratrice évidemment se demande qu'est-ce qu'elle va choisir entre crémation et inhumation. Donc elle va voir le directeur du cimetière des Lilas, que j'ai réellement rencontré, qui m'a vraiment inspirée parce qu'il était tellement concret. Je veux dire, il était tellement précis. Il disait des choses tellement intéressantes, je veux dire, moi j'étais ébahie, quoi, parce que vraiment, je veux dire, des choses... Je pensais pas, par exemple, que les cimetières étaient sur des zones inondables. Au Lilas, si je me souviens bien, c'est vraiment la zone inondable, là où il y a le cimetière. Puis en plus, le cimetière des Lilas, il est quand même assez grand, hein. Il est assez impressionnant. Puis après, plein de choses techniques. Je veux dire, franchement, par exemple, un cadavre, quand on doit, par exemple, sortir des caveaux, de ça, regarder, les os, ils sont plus ou moins bien conservés, ça peut ressembler à un os de poulet sucé ou pas. Alors, quand c'est moche, il faut tout de suite, on referme, il y a les histoires d'odeur. Enfin, il rentrait vraiment dans des choses très, très concrètes. Et ce qui était drôle, c'est que comme ma narratrice, elle était assez décalée, et un peu aux fraises avec tout ça, je pouvais imaginer qu'elle lui posait des questions un peu aberrantes, comme est-ce qu'il mettait un déodorant bio quand il allait... parce que l'odeur est monstrueuse, hein, quand même. Donc il faut évidemment mettre du déodorant, faut vraiment, faut y aller, quoi. C'est au Karcher, quoi. Donc, et là, je lui disais, mais vous prenez du déodorant bio? Il me disait, ah bah non, hein, parce que le bio, ça n'a pas marché. Donc, c'était assez drôle. Et du coup, c'est vrai que ça fait tout un fil conducteur. Et ce qui est aussi très intéressant, puisqu'elle essaye un peu tout, il y a une très grande consommation, une très grande... Elle essaye de s'en sortir. Voilà, de se débarrasser de cette douleur. Et ses proches interviennent beaucoup, avec chacun des conseils différents par rapport aux praticiens qu'elle va consulter, par rapport aux recommandations qu'elle va suivre ou non, et ils vont tous intervenir et lui dire des choses absolument contradictoires en permanence.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu, au moins la tante Dada, je pense, hein, qui est une approche ouais. Alors, médicale tante Dada, c'est donc une tante. Ce qui est très drôle, je tiens à vous dire, c'est que je me suis inspirée vraiment de quelqu'un de réel. Et cette personne ne s'est absolument pas reconnue. Je trouve ça génial. Elle m'a dit, ce personnage de tante Dada est extraordinaire. Où est-ce que tu as puisé cette inspiration ? Donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais en effet, ce personnage de tante Dada, elle soigne tout par l'argile. Donc, et elle est persuadée. Alors, c'est vrai que bon, l'argile, moi, je pense que tout le monde connaît ça aujourd'hui. Enfin, on en a tous entendu parler. Je pense qu'avec le Covid, hein, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'on pouvait se soigner par l'argile. Moi, j'aurais vraiment totalement envie d'y croire et je me suis fait plein de cures à l'argile. Ça n'a eu aucun effet sur cette douleur. Et c'est vrai que, bon, ça c'est la réalité. Après, ce que j'ai imaginé, c'est vrai que la narratrice vraiment, elle est face à tante Dada qui, elle, est vraiment sûre d'elle, quoi. Et ça prendra le temps que ça prendra. Donc elle se met à une sorte de cataplasme. Mais en fait, bon, comment on peut tenir le cataplasme ? Enfin, c'est toute une entreprise. Et tante Dada lui dit, non mais de toute façon, il n'est pas question de marcher, en fait. Il suffit juste d'attendre avec la feuille de salade. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage un peu haut en couleur qui donne des croquettes véganes à son chat, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais elle est assez drôle et je pense qu'elle dit des choses assez vraies en même temps, notamment sur le temps. Si on arrive à avoir moins mal, parce que parfois ça n'est pas possible, parfois on vit à vitam aeternam avec des douleurs très très fortes et donc c'est très compliqué, mais en tout cas le temps, et ça elle en parle, il faut donner du temps au temps. On peut en parler, mais du coup, quand on tourne le livre, il y a une surprise, c'est que d'un côté, on a le texte vraiment celui dont on parle, et de l'autre côté, on a le récit théâtral et musical, donc qui a été retravaillé après. Complètement réadapté, ouais. Et qui est différent, qui raconte la même histoire, mais de manière complètement différente. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, expliquer comment ça s'est passé ? Oui, d'ailleurs, ce que je dis juste, c'est qu'on ne voulait pas juste faire, je dis on parce que c'est toute une équipe sur le spectacle, mais en tout cas, moi, ce que je ne voulais pas, c'était faire un récit pour la scène. Je voulais que ce soit vraiment un spectacle, une pièce de théâtre aussi musicale et théâtrale. Donc ça voulait dire que tout était repensé. Et qu'il y avait aussi toute une dramaturgie musicale, ce qui n'existe pas dans le récit. Mais je dois dire que ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'adaptation théâtrale, c'est qu'il y a une ouverture sur la fin qu'il n'y a pas dans le récit. Et Michel Lachaud joue un rôle très très important, c'est-à-dire que la narratrice, comme c'est un spectacle, elle va peut-être plus loin dans le désespoir, mais elle est plus du coup repêchée. Elle est plus ramenée à la vie par le personnage de Michel Lachaud, donc le directeur du cimetière des Lilas. Et du coup, ça amène une autre dimension, je trouve. Et moi, dans l'écriture aussi, ça m'a amené une autre dimension.